c'est un être qui est certainement pas dans la morale ou le manichéisme. C'est un être qui essaye de comprendre et soi-même et aussi les autres artistes d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui cherche un regard qui est mu par une sorte d'intuition euh, inénarrable, difficile à expliquer, mais qui est à même de bouleverser et lui-même et ses contemporains. Donc pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui cherche absolument la vérité. Le son de la scène, Mélanie Masson. Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant un peu moins d'une heure, en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines, dirigé par Dominique Bluzet, un artiste se livre tout simplement à ce micro. Vous entendrez des voix parler de danse, de musique, de théâtre, de cirque, d'humour, mais aussi d'enfance, de travail, de combat, de désir, de joie souvent et de doute aussi. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Les souvenirs, c'est un peu comme les objets. Des cadeaux plus ou moins empoisonnés. On les reçoit, on les recueille, les collecte, parfois on les empile. De temps à autre, on s'en déleste aussi, on s'en débarrasse même. Ou c'est notre mémoire sélective qui s'en charge. Certains souvenirs sont trop lourds à porter, trop difficiles à engranger, emmagasiner, alors hop, à la corbeille. D'autres sont si beaux, puissants, émouvants, bouleversants, inédits que l'on n'a d'autre choix que de les écrire. L'urgence de les écrire pour ne pas oublier. Des souvenirs de théâtre qu'il a découvert à 15 ans en jouant au sein de l'atelier théâtre du lycée du Mont-d'Urville de Toulon. Notre invité du son de la scène en a un moulon. Alors, si je traduis, il en a des caisses et des caisses, des souvenirs. Et comme il est un peu du Sud aussi, beaucoup passionnément, il comprend ce que ça veut dire le mot moulon. Cinéma, mise en scène, jeu, mots d'auteur, d'autrice, à la tête de Château Vallon Liberté Scène Nationale, d'abord très entouré, puis un peu plus en solo, Charles Berling semble se balader entre les disciplines, les rôles, les fonctions, les gestes et les paroles. Comment fait-il, pour prendre soin, lui, de ses souvenirs ? J'ai relu récemment Je me souviens de l'écrivain Georges Perec, ouvrage dans lequel il y relate 480 petits souvenirs de la vie quotidienne, tels qu'ils lui reviennent à l'esprit, tout en invitant le lecteur à continuer cet inventaire. Extrait. Je me souviens des postes à galène. Je me souviens qu'au pied de la passerelle qui, en haut de la rue Ranelagh, traversait le chemin de fer de Ceinture et permettait d'aller au bois de Boulogne. Il y avait une petite construction qui servait d'échoppe à un cordonnier et qui, après la guerre, fut couverte de croix gammées parce que le cordonnier avait été, paraît-il, collaborateur. Je me souviens quand on revenait des vacances le 1er septembre et qu'il y avait encore un mois entier sans école. Je me souviens de Monsieur Mouton, l'ophtalmo, qui avait une moustache blanche. Je me souviens des coups de règle en fer sur les doigts. Je me souviens de l'odeur enivrante des livres à la rentrée scolaire. Alors, grâce à Charles Berling, moi, je me souviens, comme si c'était hier, et pourtant le temps file, d'une participation à la 5e édition des courts-métrages en liberté, qui propose à des ados de créer des petits films sur de grands sujets, accompagnés des artistes professionnels. Le thème de cette année 2018, je remonte le temps donc, c'était la sexualité et les discriminations. La marraine de cette édition-là, Christiane Taubira. Je me souviens l'avoir rencontrée et n'oublierai jamais nos échanges autour d'une part de pizza partagée entre 2 éclats de rire et 3 citations d'Aimé Césaire et de Maryse Condé. Et de Charles Berling, ce sont 2 souvenirs majeurs de lui sur scène qui me restent en tête. La pièce Tsalek, en 2014, d'après les mémoires d'un juif polonais entassé dans le ghetto de Varsovie en 1940, puis déporté. Autre grand choc des mots sur scène, son interprétation de la pièce de Bernard-Marie Coltès, Dans la solitude des champs de coton. 2016. Il y a des films aussi de Charles Berling, beaucoup, des dizaines dans ma tête. Dans ce nouvel épisode du Son de la scène, premier de l'année 2026, on va juste causer théâtre, peut-être, et ce sera déjà ça. Faisons de 2026 celle de la tendresse absolue, de la résistance à l'apathie générale et aux passions tristes. J'aimerais qu'on reste groupés, vivants, solidaires, et puis créons des souvenirs aussi inoubliables que réconfortants face à la violence, face à l'oubli, face à la folie qui détruit, mais ne nous aura pas. Bonjour Charles. Bonjour, bravo. Merci. Comment allez-vous ? Bien. Bon, c'est déjà ça. Si je dis Beckett, Camus, Shakespeare, Lagarce, Genet, Garcia Lorca, Céline, Pagnol, Coltès, Cocteau,
Eh ben oui, que souvenir. Tout à coup, c'est quand même des noms qui résonnent fort, qui résonnent très fort. Qui, en tout cas, égrènent une partie de votre carrière. Totalement. C'est pas si lourd comme ça quand on les cite à la suite. Non. Pourquoi ? Parce que c'est lourd quand on est, comment dirais-je, quand on le subit, quand on est enfoncé, quand on est quand on coule avec. Mais sinon, quand on est porté par ces auteurs, c'est le contraire. Ça rend plus léger, au contraire. C'est comme ça que vous le diriez. Oui. Vous êtes porté par les auteurs et autrices. Ah oui. Moi, que vous jouez, mettez en scène, etc. On parle de Pérec et de Je me souviens que je me souviens bien de ces moments au lycée où enfin quelque chose qui s'est passé avec le théâtre et avec l'écriture et où les auteurs sont devenus des amis et non plus des figures écrasantes, justement. Donc, je crois qu'il faut prendre les auteurs comme des amis, absolument. Vous avez un souvenir, vous parlez de la jeunesse, donc, la vôtre, en tout cas l'adolescence, c'est ça ? Est-ce que vous avez un souvenir précisément d'un auteur ou d'une autrice qui devient un ami ? Et vous dites là, ça y est, c'est un copain, c'est une copine. C'était Pablo Neruda, à l'époque, qu'on avait lu, mais c'était aussi c'était des auteurs, des autrices, et particulièrement Camus. Camus m'a beaucoup apporté à cet âge-là. Et d'ailleurs, je le lis toujours, et j'ai toujours beaucoup de... Là, ils ont sorti un bouquin l'année dernière qui s'appelle Actuel 4, que je conseille à tout le monde. C'est un bouquin vraiment magnifique, de plein de textes, de plein de pensées, de plein d'articles de Camus, qui n'avaient pas été sortis à l'époque. Mais donc des auteurs et des autrices comme ça, ou George Sand, mais il y a aussi des danseuses, par exemple, comme Trisha Brown, Lucinda Childs, qui m'ont... parce qu'il n'y a pas que les mots, il y a aussi les gestes, il y a le corps. Et donc, ça m'a permis de transformer des angoisses en quelque chose de vivant, de léger, d'aérien. À comprendre que faire le pitre, c'est bien, mais trouver des mots justes, trouver la force des mots, s'enfoncer dans des transes, dans des moments absolument sacrés, bien c'est encore mieux. On va s'arrêter quelques secondes, si vous le voulez bien, sur Camus, parce que oui, j'en suis une lectrice qui le relit beaucoup et qui le relira beaucoup encore. Qu'est-ce que Camus, à votre avis, fait résonner encore et toujours de notre époque, s'il fallait retenir peut-être quelques mots ? Parce qu'il y en a tellement. Quelques mots, c'est qu'il fait résonner la force de la contradiction interne, la possibilité d'assumer justement les choses comme non manichéennes. On dirait aujourd'hui parfois, pour le sexe, on dit non binaire, mais il y a cette chose-là qu'il voyage à travers la complexité. Il vient d'un milieu pauvre et donc il donne des grandes leçons à notre époque en particulier, qui est tellement consumériste, tellement portée sur l'argent, du désintérêt total de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il était pauvre qu'il a voulu devenir riche, mais il a compris en étant pauvre que les vraies richesses, on pourrait citer Jean Giono aussi, oui, eh bien, sont ailleurs que dans le pouvoir, pour la les puissance nourritures, ou l'argent. Ouais. Ok, vous retenez ça en tout cas. Ça, ce qui vous vient. pour moi, c'est Camus, c'est leçon d'humilité absolue et en même temps revendication totale de la vie. Face aux injustices aussi, peut-être. C'est celui qui me viendrait. Oui. En tout cas, on peut partager des mots. Que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, parce que je suis, comme beaucoup de gens de théâtre ou même d'artistes, je suis visité par beaucoup de fantômes et on a fréquenté Léon Blum avec Philippe Collin de façon vraiment très bouleversante pour moi. Vous avez d'ailleurs adapté Léon Blum, c'était un fantôme d'une grande bienveillance, d'un courage immense et qui donne envie de vivre. Et vous parliez de justice, qui parle de la justice. Vous avez adapté le podcast oui, sur scène. Oui, un jour Philippe Collin, ouais. Pour qui j'avais enregistré pour la radio plusieurs émissions. J'avais commencé par Pétain, d'ailleurs. Et puis ensuite, Pétain à Blum. Oui, Pétain, c'est très intéressant de faire la voix de Pétain. Enfin, je faisais pas la voix de Pétain, mais quand on a des textes pour moi, quand j'ai des textes d'un auteur, quelque chose s'empare de moi, comme ce fantôme. Et Pétain, c'était très
très curieux de travailler cette voix, cette façon de parler, parce qu'il y a une dureté et une grande mollesse chez lui. Et donc, c'est très étonnant. Enfin, bref. Et donc, Revenons à Bloom. Bon, enfin, bref, c'est le sujet. Mais donc, un jour, Philippe m'appelle et me dit, est-ce que, et on vous voyait à l'époque, il me dit, vous croyez pas qu'on peut faire du théâtre avec ça, avec donc sous-entendu mes podcasts? Et je lui ai dit, la vertu de vos podcasts, c'est le temps que vous prenez pour traiter d'un sujet, ce qui est une chose extrêmement luxueuse et précieuse aujourd'hui, tant justement les choses sont bâclées, les petites phrases criminelles, enfin assassines, sont de mise. Mais, et donc je lui ai dit, faisons du théâtre, mais faisons la même chose qu'avec le podcast, prenons le temps, invitons les gens à passer 10 heures avec nous on va pas faire un biopic de Bloom, mais on va mettre en scène ces années étonnantes de sa vie, ces combats, cette société française de la fin du 19e à 1950, et c'est ce qu'on a fait dans un événement théâtral participatif, et ça a été l'occasion, avec cette amitié qui naissait avec Philippe, et ce travail commun entre la radio et le théâtre, de se dire, faisons du théâtre en faisant un événement participatif, mais non pas une pièce de théâtre. Et donc, ça a vraiment, on a beaucoup depuis 2 ans, on a beaucoup tourné. D'ailleurs, on va maintenant, on va répéter et commencer l'été prochain Les Résistantes d'un autre podcast qu'on va aussi mettre à la scène. Mais encore une fois, ce n'est pas un spectacle, c'est une façon particulière de se retrouver dans des théâtres. Sur la scène, dans la scène, à la scène, pour la scène, avec la scène. Avec les gens, oui, partageant avec un historien, avec un dessinateur, avec une chorale composée de gens chez qui on va. Donc il y a, enfin bref, moi je me suis toujours beaucoup posé de questions, et encore plus en étant directeur depuis 15 ans d'un théâtre, qu'est-ce que c'est le théâtre et comment est-ce qu'il peut être en phase avec la société dans laquelle il vit. Prendre le temps, c'est le luxe de ce podcast-là, Le Son de la scène, parce que c'est précisément ce qu'on fait. Alors, on n'a pas 10 heures devant nous, Charles Berling, mais bon, c'est déjà pas mal, une demi-heure. On parlait de son à l'instant. Quel est votre rapport au son, à l'écoute? Voilà. Alors, c'est une femme de radio qui vous pose cette question-là, mais je prends son. J'écoute beaucoup la radio. Par exemple, au sens large, je regarde pratiquement jamais la télé, très peu. Ça m'intéresse pas beaucoup, mais la radio me plaît beaucoup. Et le son? La radio et le son, c'est le son. J'aime beaucoup pour moi, c'est très important le son. C'est-à-dire, par exemple, on se pose la question, si je perdais la vue ou l'ouïe, je préférerais perdre la vue. Bizarre, hein, mais le son, non. Moi aussi. Enfin, je préférerais garder mes oreilles. Oui. Alors moi, maintenant, par exemple, j'ai des nouvelles oreilles, c'est-à-dire que oui, de famille, on a un son déclinant, donc j'ai acheté des oreilles. D'accord. Et vous m'entendez bien, Charles? C'est intéressant. Oui. C'est intéressant parce que c'est intéressant de voir que quand on enlève ses oreilles, on entend moins. Donc c'est un autre rapport au monde. Et je comprends, quand on perd l'audition, on comprend que ça vous rattache beaucoup au monde, l'audition. Et que quand vous commencez à trop la perdre, ça vous isole. Et comme je suis un être social... Donc vous m'entendez depuis le début de cette émission? Ah oui, très bien. Bon, d'accord, j'ai mes oreilles. Maintenant, j'ai une petite inquiétude. Mais c'est récent, c'est depuis cette année. Mais maintenant, je joue avec mes oreilles. C'est-à-dire? J'entends mieux, je préfère. Mais parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. On a l'habitude de jouer sans des oreilles artificielles. Enfin, c'est comme si on a un casque un petit peu. À la radio, d'ailleurs, on connaît bien ça. On se met un casque et c'est assez agréable. Tout est amplifié. Voilà, tout est amplifié. C'est un peu pareil. Perturbé à vos nouvelles oreilles. J'étais en train d'y penser. J'aime bien. Ouais, ça se voit pas, c'est très bien. J'aime beaucoup. C'est très joli. Après tout, alors bon, pas de changement je pense pour que moi, quand on visuellement, vieillit, plus on a on se met à avoir des éléments extérieurs qui viennent vous aider à continuer à vivre. Oui, les ça lunettes, doit être par ça. exemple, J'ai que ça pour l'instant. J'ai pas encore de prothèse, de machin, non, ça va. Les lunettes, non, j'ai des lunettes de presbyte. Ah d'accord, moi de myope. Bien. Charles Berling, la musique alors? Rapport à la musique, parce que pour moi, quand je dis son, c'est aussi la musique. La musique joue un rôle énorme, bien sûr, dans ma vie. Là, je vais monter Histoire du soldat, par exemple, et Stravinsky, et donc j'écoute Stravinsky.
j'écoute à la fois de la musique classique, j'aime beaucoup, et en même temps, j'aime bien écouter des musiques, comme on dit, contemporaines. Des copains disent contemporains. Mais je trouve ça bien, moi. J'aime bien, par exemple, le dimanche soir, là, sur France Musique, il y a une super émission, le truc de la création. Et ben, j'aime bien parce que j'ai découvert ces musiques avec des amis il y a très, très longtemps, où il y avait des gens qui faisaient des trucs bizarres, quoi. Et je trouve ça, comme aujourd'hui, par exemple, je travaille avec un ingénieur du son qui fait, je monte un Lars Noren, il est en train de, et il fait du sample. Bon, alors, tout ce qui est pour comprendre, inventer des nouvelles formes musicales et tout, ça m'intéresse. D'accord. Et alors, bon, moi, je suis d'une génération où j'ai été bercé avec beaucoup de chansons françaises, les grands interprètes de l'époque, Léo Ferré, Brel, Barbara, ô combien, Anne Sylvestre, etc. Mais on pourrait en citer beaucoup, et puis après, du côté anglo-saxon, les David Bowie, toute Beatles cette ou Stones Lou Reed. Charles Berling, s'il fallait choisir. Les Beatles ou les Stones? Moi, je ne voudrais pas choisir. Allez, parce qu'ils fait sont un petit jeu. Ah, mais pourquoi non. C'est comme Oasis et Blur, vous savez, il y a souvent... Ouais, mais je sais, mais moi, on choisit pas, j'aime alors. beaucoup les deux. D'accord. Mais beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'ils sont très complémentaires. C'est un peu comme si vous avez 2 enfants, un garçon et une fille. Vous dites, alors, vous voulez... C'est le choix de Sophie? Non, c'est atroce. Et en art, la qualité de l'art, c'est d'avoir des tas d'artistes qui sont pas... parce que il faut vous faire une réponse à la Marlon Brando, si vous voulez. C'est-à-dire vous posez une hiérarchie tout de suite, mais pourquoi? Non, pour jouer. Donc, j'arrête de jouer, Charles Berling. D'accord, j'ai compris. Pour jouer, mais parce que récemment, je parle de Marlon Brando, parce que j'ai entendu un truc où, dans une interview, il disait, on lui disait, alors, vous êtes... Thé ou café? Non, on lui disait Oscar, pas Oscar, et tout ça. Il disait, mais arrêtez de me parler de compétition, ça ne m'intéresse pas du tout. J'arrête. Je vous fais une proposition, alors. Mais vous pouvez, non mais... C'est super. Est-ce que vous connaissez Clara Isé? Parce que vous parliez de chansons françaises et vous parliez... Clara Isé, oui, ça me dit quelque chose. Et Clara Isé, c'est une merveille. Je vous conseille son premier recueil de poèmes qui s'appelle Vivant. Le second est ici entre mes mains. Il s'appelle Des lances entre les phalanges. Ouais. Qui est un très beau titre. Clara Isé chante aussi. Oui, je vois très bien ce nom-là, mais peut-être si je l'entends, je vais vous dire, je connais. Parce que moi, je suis un peu bizarre parfois. Parfois, je ne mets pas un nom sur où je peux entendre des grands morceaux classiques. Ben, je serais incapable de vous dire si c'est du Verdi. Elle a une voix extrêmement reconnaissable, et notamment Le Monde s'est dédoublé. Alors, je vais juste prendre ma voix pour vous lire un tout petit extrait de son deuxième recueil. Pour résister à la pesanteur, moi, oiseau, je crois que la joie m'entre dans les pupilles. Des plumes me poussent sur les clavicules et la musique, encore, me vole au monde. Oh, c'est trop beau. C'est beau, hein? Ce qui est fantastique, ça se rapporte à ce que vous disiez dans votre texte de démarrage, là. C'est-à-dire, elle parle de la joie. C'est-à-dire que... Et elle parle de la colère aussi, d'ailleurs. Oui, mais elle parle de la joie. Et vous en parliez tout à l'heure, et je crois qu'aujourd'hui, c'est le contraire d'être vendeur que de parler de la joie, mais c'est absolument nécessaire. Je crois que rien qu'en citant ce mot, vous renoncez, enfin, vous n'allez pas sur la renonciation, vous n'allez pas au renoncement, vous n'allez pas juste à accepter toutes ces merdes, ces torrents de boue qui nous envahissent. Mais dans les torrents de boue, il y a des îles possibles, il y a des sédiments qui se font et des plantes qui poussent. Et c'est ça que vous racontez. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne doit pas se laisser faire par, non pas seulement le pessimisme, mais on doit... Et ça, c'est aussi très camusien. Oui. Absolument. Et c'est marrant, j'avais préparé 2 extraits à vous proposer de Clara Isé. L'un parle de colère aussi. Je trouve que c'est très important aussi. Et la colère, tiens, elle dit, la colère est mon amie. Quel est votre rapport à la colère, Charles? Alors là, mon rapport à la colère, moi, j'entretiens beaucoup de colère et beaucoup de... Mais j'essaye de comprendre, disons, quand on se met en colère, je me suis mis beaucoup en colère dans ma vie. Et c'est, je crois... pas de naissance, mais d'éducation. Nous étions éduqués. Et
Et les colères étaient nécessaires, je dirais, pour se sortir de carcans éducatifs de violence que nous avons subis. Dans ma génération, je parle en tout cas. Et donc, les colères sont nécessaires. Mais en même temps, après, progressivement, j'ai essayé de comprendre pourquoi je me mettais parfois trop en colère ou trop vite. Et de comprendre comment on peut, eh bien, non pas seulement céder à la colère, parce que la colère est aussi extrêmement destructrice. Il y a des colères collectives nécessaires, peut-être, en Tout à revanche. fait. Non, mais je les comprends absolument. Il y a des colères collectives totalement nécessaires, et même individuelles. Oui, bien sûr. C'est Après, elles sont plus ou moins argumentées, en fait. C'est ça l'histoire. Mais quand vous avez Badinter ou Veldiv qui se met en colère, il y a quelque chose qui se passe de juste. Donc, oui, il faut pas non plus aseptiser ces sentiments qui parfois débordent, parfois sont loin d'être parfaits, mais qui peuvent engendrer, comme par exemple, on pourrait parler de la colère des femmes par rapport à l'injustice qu'elles peuvent subir. Eh bien, je la comprends. Et vous la rejoignez. Et je la Et rejoins, vous êtes donc parce un que allié. je crois qu'un homme est aussi constitué de beaucoup de femmes à l'intérieur de lui. Vous êtes un allié, Charles Berling, c'est bon, voilà. Ah ben, On est totalement. con. Et c'est un mais très joli mot, allié, comme allié, ami. je dirais pas un allié, parce que Oh, je c'est suis. bien, c'est- C'est ma cause aussi. Je crois que le rapport homme-femme, il dépend des femmes et des hommes. Moi, j'aime bien le mot allié, C'est- mais je le trouve joli. Bien sûr, mais, mais plutôt rallié à la cause. Ok. Il y a des mots qui viennent d'être dits, Charles Berling, que j'ai relevés. Il déborde, déborder, ça me fait penser à la Marseillaise que je suis aux vagues et à la mer, évidemment. Vous êtes un marin, vous avez, j'ai l'impression, un rapport assez fort à la mer. J'ai lu que vous étiez passé par Tahiti, je crois, Oui. qu'il y a aussi du Maroc, ou en tout cas des côtes fait. méditerranéennes dans votre trajectoire, et puis bien sûr Toulon. Et l'île de Ré aussi, pour laquelle vous avez une grande passion. Qui est Charles Berling, le marin ? Bien, vous l'avez dit, j'ai été élevé toujours au bord de la mer, déjà à Brest, à Toulon, à Tahiti. Et donc l'océan, la mer, le liquide, l'élément liquide m'a beaucoup attiré tout de suite. Et d'ailleurs, je crois que l'art dramatique et la mer et l'activité des marins, bien, c'est très proche. Comme par hasard, d'ailleurs, les théâtres, au départ, pour aller dans les cintres, ils prenaient des marins parce que les marins n'avaient pas peur de monter dans les mâts et donc n'avaient pas le vertige. On a beaucoup de termes qui sont communs. Mais surtout, ce qui est commun pour moi, c'est que, et c'est pour ça, je crois que j'ai toujours été attiré par l'instabilité. Donc, un marin compose avec un élément qui est liquide, instable, qui bouge toujours et qui peut parfois se mettre, pour le coup, très en colère, ou en tout cas, il est 1000 fois plus fort que vous. Le marin apprend l'humilité parce qu'il sait que quand on est en mer, il y a des moments, on sait que l'océan aura toujours le dernier mot. Et c'est pareil avec l'art dramatique. Une œuvre est toujours plus forte que vous. Vous ne pouvez jamais la dominer. On ne peut pas dominer, c'est comme le dit la chanson de Renaud, on ne peut pas dominer la mer et on ne peut pas dominer l'art dramatique. L'art, non. Et alors il faut trouver sa place, s'y laisser porter, avoir des moments douloureux de lutte, de survie parfois même. Et ça vaut pour l'art dramatique comme pour la marine. Donc j'ai toujours été très attiré par ces deux océans. Oui, c'est ça. Si je file la métaphore, parfois aussi, il faut laisser les vagues, laisser l'écume aussi. Je repensais à l'écume notamment. Voilà, la laisser partir. Je pensais justement Vous avez dit le mot, c'est-à-dire laisser, c'est-à-dire il ne faut pas être trop volontaire. Il faut savoir se laisser faire. Ça, c'est compliqué. Et j'allais reprendre aussi un vocabulaire de la mer, le capitaine. Vous avez été le capitaine, l'un des capitaines de Château Vallon Liberté à Toulon pendant 15 ans. 15 ans. Enfin, j'ai commencé aux Libertés avec mon frère. Ensuite, j'ai continué avec Pascal Beuglin. Et puis après, en fin 19, j'ai continué tout seul.
à Château-Vallon-Liberté, parce qu'on a construit en fait d'abord le Liberté, puis ensuite la scène nationale Château-Vallon-Liberté. Château-Vallon, ça existait. Quand je vous parlais de Trisha Brown et Lucinda Childs, que je pouvais à 13 ans fréquenter, c'était grâce à Château-Vallon. Cet amphithéâtre sublime et ces oliviers partout. La cité des arts, de la science et de la nature. Ouais. J'aime beaucoup ces définitions où on mêle les arts, où on mêle la science avec l'art, c'est-à-dire où c'était pas d'un côté les artistes, de l'autre le reste du monde. Mais donc ça, c'était une utopie réaliste absolument fantastique pour faire parler tout le monde en même temps. C'est ce qu'on essaye de faire encore. Et alors, capitaine, vous laissez la barre? Vous partez? Je laisse la barre. Oui, de Château-Vallon-Liberté. Tout à fait. Et oui, c'est là que je voulais en venir. Ça ne m'empêchera pas de continuer à naviguer sur des grands navires. Et non, mais pas. Je crois. Disons que je crois que j'ai voulu. C'était avec mon frère en 2010. On a voulu prendre la direction de ce théâtre qui n'existait pas, le Théâtre Liberté, le fonder, parce que justement, nous n'avions pas eu ça quand nous étions à Toulon et que nous étions jeunes. Et donc, de revenir dans une ville, quelques années plus tard, après l'avoir fui, je dirais même, et de construire quelque chose comme un théâtre, ça avait beaucoup de sens. Donc, je suis devenu directeur pour cet objectif, pour cette raison. Mais pas pour être directeur, même si j'ai toujours eu, depuis l'enfance et depuis le lycée même, j'ai toujours compris que dans l'art dramatique, il faut, pour que quelqu'un arrive sur un plateau de théâtre ou de cinéma ou de n'importe, il y a un travail, il y a une organisation, il y a des gens. Il n'y a pas simplement les artistes et puis ensuite le reste de l'organisation. Donc pour moi, de produire, écrire, mettre en scène, jouer, tout ça c'est lié. Par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Godard était très intéressant là-dessus, sur ce rapport à la production. Donc produire, c'est diriger un théâtre, c'est produire, c'est donc faire des choix, c'est donc se tourner vers les autres. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur. J'ai appris le métier de directeur sur le tas, je dirais, mais en même temps, je pense que c'était pas inutile que des gens de plateau comme moi se mettent à réfléchir à la marche d'un théâtre, parce qu'ils savent aussi ce que c'est que d'être sur un plateau. Et parfois, des directions s'éloignent trop du fait artistique. Et donc, on n'a pas seulement besoin de bons gestionnaires, si vous voulez. On a aussi besoin de gens... Attention, il y a plein de gens qui ne sont pas artistes ou qui ne sont pas directement artistes, mais qui font des très belles directions. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire, surtout pas. Mais je pense qu'il est bon que dans le circuit, il y ait un peu des gens de toutes... tous horizons, qui ont des activités différentes à l'intérieur de ce métier. Mais ensuite, je crois qu'il y a un temps où il faut aussi dire, il faut passer la barre, oui, mais c'est pas dans ma tête parce que j'arrête l'art dramatique, c'est dans ma tête que j'ai donné 15 ans pour cette ville, j'ai donné 15 ans pour fonder ce théâtre. En plus, on a beaucoup travaillé avec l'équipe. Enfin, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire que les gens avec qui je travaille n'étaient pas des employés, n'étaient pas des gens à qui je devais imposer mon raisonnement ou mes vues, mais avec qui je devais partager. Alors après, oui, il faut assumer, je suis directeur et donc j'assume, la direction qu'on prend et à un moment donné, on est en première ligne. Ah, ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas de problème avec ça. On a continué à parler d'un bateau. Hein. Moi, j'entends le mot équipage, là, pour le coup. Tout à fait. Ah. Mais un bon équipage n'est pas un équipage de gens qui sont terrorisés ou qui font parce qu'il faut faire. Ce sont des gens qui ont aussi conscience, qui sont les bons marins, justement. Eh bien, c'est des gens qui prennent des initiatives, c'est des gens qui ont envie, qui partagent avec vous mais il y a besoin, oui, de dire, bon, allez, on part au cap au 360. Il y en a une, justement, qui est passée par ce micro du son de la scène. Ça faisait partie de nos premières invitées, vraiment. Je pense que c'est la première ou la seconde, c'est Muriel Mayet-Holtz. Oui. Et oui, parce que vous parliez d'amitié aussi, et il y a des fidèles qui sont passés dans le son de la scène. Je pense à Jean-Louis Martinelli aussi, avec lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est un ami, en tout cas. Ah oui, c'est de l'amitié, là. On a fait 10 spectacles ensemble, c'était énorme. Vous voulez nous parler un peu de Phèdre et de la reprise de rôle, donc mise en scène par Muriel Mayet-Holtz.
Eh Ce bien, qui vous en a donné envie ou le avec rôle que vous y jouez là? Muriel est une femme que j'ai beaucoup suivie. Bon, elle a un grand parcours au niveau du théâtre et j'ai toujours, je l'ai vue de près ou de loin de nombreuses années, jusqu'au moment où, après, elle s'est installée, enfin, elle s'est mise à diriger le TNN à Nice, le Théâtre National de Nice. Donc, j'ai toujours senti cette femme extrêmement entreprenante, très dynamique et dotée d'une forte passion pour ce qu'elle fait. Et étant aussi à un endroit que je connais bien maintenant, puisque j'y ai été pendant 15 ans, c'est-à-dire à la fois à l'organisation des choses et en même temps en tant qu'artiste. Ce qui n'est pas toujours une position facile, mais elle l'assume avec... Et elle, en plus, c'est une femme, donc bon, voilà, il faut... maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que la place des femmes n'a pas toujours été idyllique dans ce métier et de premier plan. Donc, c'est quelqu'un avec qui, progressivement, on est tombé en amour comme ça. Et puis, on a eu le plaisir de jouer Les Parents Terribles de Cocteau ensemble. Et là, j'ai retrouvé l'immense actrice que je connaissais déjà, mais qui se faisait plus rare sur les plateaux. Et puis après, elle m'a proposé de jouer du Racine. Et moi, on l'a entendu dans la liste des auteurs donc, que vous avez cités, Beckett, Coltès, etc. Il y a peu de classiques. Il y a peu de classiques parce que j'ai souvent, je ne sais pas, mais l'urgence, pour moi, le théâtre est quelque chose d'urgent et l'urgence était plus, à ce moment-là, à des textes plus contemporains qui me bouleversaient, quoi. Mais Muriel me parle de Racine que j'avais fréquenté il y a très très longtemps dans des conditions assez désastreuses et donc À ce point désastreuse. ah oui oui Ah oui. oui, dans les écoles de théâtre ça peut être ok. parfois ridicule ce qu'on vous enseigne, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça peut être ça l'était, mais enfin c'est pas grave. C'est comme ça, l'enseignement est loin d'être parfait, mais il y a des pépites et puis de choses plus. Mais tant mieux, c'est comme ça dans la vie aussi. Charles Berling, nous posons la question à chacune de nos invités dans ce podcast et vous n'y couperez pas. Qu'est-ce qu'un artiste, Charles? Qu'est-ce qu'un artiste? Buvez un coup parce que c'était une sacrée question. Moi aussi. C'est un être qui est certainement pas dans la morale ou le manichéisme. C'est un être qui essaye de comprendre et soi-même et aussi les autres artistes d'ailleurs. C'est-à-dire c'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui cherche un regard qui est mu par une sorte d'intuition inénarrable, difficile à expliquer, mais qui est à même de bouleverser et lui-même et ses contemporains. Donc pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui cherche absolument la vérité. La vérité, en tout cas, une certaine... ce qui est le plus proche pour lui de la vérité. Ça reste très subjectif, être un artiste, mais je crois que c'est un enjeu qui sort de la raison. Il nous reste quelques minutes et le temps court déjà avec vous, Charles Berling. J'avais 1001 questions à vous poser. Bon, je vais peut-être me satisfaire de rester sur les mots que nous venons d'échanger. Ah merde, ouais. On aurait pu parler de cinéma, on aurait pu parler d'images, mais non, le son c'est très bien. Beaucoup de choses, mais vrai. Oui, bien sûr, bah oui. Je vais rester sur les mots parce que je pensais à l'urgence d'écrire et je pensais à Charlotte Delbo notamment aussi, qui est une... Je vous invite à lire si vous nous écoutez là en ce moment, voilà, sur l'urgence de raconter, l'urgence de se souvenir. Elle était déportée, mais on peut avoir l'urgence d'écrire sur beaucoup plus de choses, Bien surtout. sûr. Et cette urgence-là, vous en avez parlé aussi. Peut-être terminer sur votre rapport aux mots, les mots qu'on abîme, les mots qu'on interdit en ce moment parfois, proches de nous, ou outre-Manche, outre-Atlantique, les mots qu'on bouscule, les mots qu'on retourne. Je crois que c'est quelque chose que j'avais envie de vous demander, Charles Berling. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Avec ces mots qu'on abîme, comment on en prend soin? Vous parliez de vérité aussi, alors comment on prend soin du sens des mots, disons? Par le théâtre peut-être aussi, probablement. Ah bah certainement, oui, c'est-à-dire comme on le disait tout à l'heure, on doit pas seulement être en contre avec toutes ces déferlantes justement de simplification abusive, de destruction de la complexité, de destruction du langage, de destruction des valeurs, des vraies richesses. Encore une fois, je cite Giono. C'est-à-dire, on doit pas être seulement à dire oh là là, ça s'en va, mais pour moi, je continue de croire qu'à l'intérieur de ça, il faut revendiquer
la joie de cette complexité, la joie de ces mots, de l'art dramatique. Là, nous jouons Phèdre, on l'a joué à 14h30 devant des élèves un petit peu dissipés, mais les premières paroles qu'on entendait au débat, c'était des mômes qui, malgré ça va, ils ont écouté, mais malgré la tension, enfin, ou le manque d'attention que peut provoquer un groupe comme ça scolaire, ben, vous entendez des voix qui disent « mais j'étais tellement passionné par ce que j'ai vu ». Bon, donc on Quel se dit cadeau. toujours dans ces cas. Bon, donc là, on vient de jouer ça. Quand vous jouez Phèdre, où là, je répète 2 pièces de Lars Norén, qui ne sont pas des pièces... qui sont des pièces extrêmement contradictoires. Où les Avec beaucoup de personnages... jalousie, beaucoup de règlements de compte aussi. Ce que vous jouez en mars ici Oui, au Théâtre du Jeu de Pommes, c'est non, un c'est sacré violent. règlement Non, de compte. Voilà. C'est que c'est violent et que c'est pas l'auteur Lars Norén, ce Suédois, ne cherche pas à écrire bien sur les gens ou à écrire sur les gens bien. Il cherche à comprendre. Il regarde ses contemporains et il les dépeint avec beaucoup de lucidité, mais beaucoup d'amour, mais de dureté aussi. Et donc, ça provoque ce que j'appellerais de la tragicomédie. C'est-à-dire qu'il en révèle les ressorts ridicules, et en même temps, c'est extrêmement violent. Les pièces de Lars Norén, on l'a joué, C'est si simple l'amour, l'année dernière. Les gens sont C'est un repas qui dégénère, puis on après, est d'accord, c'est ça. Et un repas, on va dire, qui dégénère, et l'alcool qui fait son... Oui, c'est ça, c'est 2 couples qui fait son œuvre. Et c'est à la fois très drôle, et puis progressivement, après, les gens ils disaient, mais on sent qu'ils sont un peu... bousculés. Ils sont bousculés. Oui. Mais moi, voilà pour moi ce qu'il faut défendre. Il faut faire attention quand l'art, et là je parle comme directeur de théâtre, quand l'art devient un message, quand l'art prétend être la voie de la bonne pensée. L'art a comme rôle de révéler nos contradictions, mais pas de les effacer. Et donc, je crois que dans ce monde que vous décrivez, qu'on connaît tous et toutes, c'est-à-dire ces simplifications de la pensée, cette violence, ce totalitarisme qui est à l'œuvre, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. On enlève le langage pour pouvoir mieux manipuler les gens, etc. Eh bien, il faut, au contraire, pour moi, il faut revendiquer, il faut développer ce langage. Et l'art dramatique peut faire ça. Mais peut faire ça pas seulement comme un bon message, du bon message, du bon missionnaire. Vous voyez, c'est pas comme ça que je vois les choses sur l'art. L'art est vraiment génial quand il est parfois, enfin, quand il tire un petit peu dans tous les sens. Oui, il doit. Et puis il y a encore, mais je pense que ça continuera. Il y a, et ça, c'est aussi le directeur d'une scène nationale qui vous parle. Il y a des artistes extraordinaires qui dans la génération qui arrive, extraordinaires. Et aussi chez les vieux. Il y a non, mais c'est vrai, il y a un mélange aujourd'hui, il y a une richesse de création eh bien, qui met une contradiction, qui est un contrepoint à ce que vous décrivez. Lire, relire, réentendre 1984 de George Orwell et Oh là, que la joie demeure. C'était un choc. Et que ma joie demeure. Je l'ai lu dans les années 80, 1984. Oui, il faut le relire. Et puis vous citiez Giono, donc que ma joie demeure. Voilà. Que ma joie demeure, les vraies richesses, et ainsi de suite. Parce que Jean Giono, c'est aussi une merveille. Oui. Donc voilà, je voulais conclure avec Giono. Et vous, Charles Berling, merci. Je vous laisse conclure aussi en musique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous auriez envie, pour terminer cet épisode avec nous, avec celles et ceux qui nous écoutent, partager un morceau? Mettez n'importe lequel de David Bowie. Ah, on se le choisit ensemble alors? Oui. Moi, j'aurai Life on Mars, comme ça en tête. Génial. On fait ça? Oui, j'adore. Life on Mars ou Starman? C'est vous? Starman, magnifique. Alors là, il faut qu'on choisisse ensemble. Là. Starman. Vous avez dit Life on Mars au départ? Oui, mais ça me... De toute façon, Bowie, je peux l'écouter. Change. Ah, si vous commencez à me questionner là-dessus. On met tout. Oui. On met tout l'album de Ziggy Stardust, alors. Ouais. Oui. Bon, alors, Life on Mars, Starman ou... Juste avant qu'il meure, je devais aller à New York pour le voir. Choisissez pas dingue, Charles Berling. Et il est mort.
Eh oui, il est mort, mais il n'est c'est pas triste. mort, puisqu'on l'écoute encore. Non, mais il n'est pas mort, on l'écoute. On l'écoute, il l'entend. est là. Alors laquelle? La F1 de Mars? Ok. C'est ça? Oui, Oui. merci. Merci Charles Berling. Merci beaucoup. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mommy is yelling no, and her father has told her to go, but her friend is nowhere to be seen as she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again, as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fine, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as they ask me to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in this best-selling show. Is there life on Mars? Thank you very much. Thank you, Michael. Mike Garson, ladies and gentlemen.